Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis Claire Henrion, Bonjour. animatrice astronomie, montreuse d'étoiles, qui Mm. vous emmène de semaine en semaine, ou plutôt de phase lunaire en phase lunaire, vous préparer à voir ce que vous allez voir dans le ciel et aussi savoir ce que vous ne verrez pas. Donc, je suis avec Joël aujourd'hui. Merci Joël d'être avec moi. C'est super. Ok. Ça me fait toujours plaisir qu'on m'accompagne dans cette présentation. Alors, c'est vrai que surtout le bulletin astronomique, c'est un peu un monologue, mais il ne faut pas hésiter à poser des questions ou à faire des remarques si c'est pas compréhensible ce que je dis ou si j'ai fait une grosse bourde, ça peut arriver. Et oh, voilà Christophe. Ah, Bonjour Christophe, ça y est, on est en plein, on a commencé là, hein. On est en plein dedans. bonjour Christophe. Je viens juste de faire les présentations, donc c'est ravissant, nous sommes tous les trois. Donc pour Bon, parler pour faire le bulletin astronomique pour la période du 2 au 10 octobre 2024, la première phase de la première lune d'automne nord, printemps sud. C'est donc de la nouvelle lune le 2 octobre qui donne lieu à une éclipse centrale annulaire de c'est Soleil, bientôt. visible uniquement dans le Pacifique, et jusqu'au 10 octobre pour le premier quartier qui advient à 20h54. Premier quartier, le 10 octobre à 20h54. Donc on va aller voir ça. Bah, merci à tous ceux qui nous regardent en différé. Merci pour vos j'aime, vos commentaires et vos partages. Eh bien, vous pouvez venir avec nous. Et voilà, si vous voulez nous rejoindre dans le direct. En tout cas, merci beaucoup de nous suivre de plus en plus nombreux. Donc abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Alors, allons voir tout d'abord la fiche de la semaine pour faire un peu le résumé des événements du moment. Donc c'est ici, voilà. Donc c'est de la nouvelle lune au premier quartier, donc à la nouvelle lune, on ne voit pas la lune puisqu'elle est devant le soleil. Elle est tellement bien devant le soleil qu'il y a une éclipse de soleil annulaire. Elle est centrale annulaire parce que la lune a l'apogée au plus loin de la Terre. Donc son disque, son diamètre apparent est un peu plus petit que la moyenne. Donc il est un peu plus petit que le diamètre apparent du Soleil, qui est autour de 30 minutes d'arc, hein, un demi-degré. Et là, la Lune fait un petit peu moins d'un demi-degré, elle fait 29 minutes d'arc seulement. Et du coup, elle fait un anneau de soleil. Alors, ce sont les plus belles éclipses. Attendez, j'essaie de me mettre en. J'ai oublié de le faire en silencieux. Voilà. Même si notre ami Didier nous appelle, ça vibrera, c'est bon. Donc, anneau de soleil, j'ai pas préparé d'image là, j'ai pas eu le temps de préparer de tout, mais vous retrouverez tout ce que je n'aurais pas dit ou montré dans l'article qui sera en ligne en même temps que les vidéos à peu près normalement ce soir. Donc, 1er octobre. Donc, après cette nouvelle lune avec son éclipse centrale annulaire, alors moi j'ai remarqué un truc sur cette éclipse, je vous en parle de suite, c'est que le tracé de l'éclipse et le point où l'éclipse est à son maximum le point où l'éclipse est à son maximum se trouve tout près du point Nemo, c'est-à-dire le point dans le Pacifique le plus éloigné possible de toute Terre, celui qui sert de cimetière aux vaisseaux spatiaux, à tous les débris spatiaux, euh, et qui est à 2700 kilomètres des trois îles les plus proches, de chacune des trois îles les plus proches. Alors que la précédente éclipse totale de Soleil avait traversé les États-Unis du nord-est, non, du nord-ouest au sud-est, là, au contraire, non, du contraire d'ailleurs, enfin, elle avait traversé en diagonale les États-Unis, non, plus exactement
du du sud-ouest au nord-est, voilà, puisqu'elle avait fini sur Québec et compagnie. Et ben, celle-ci, elle traverse une zone uniquement du Pacifique. Elle ne traverse aucune terre, sauf elle finit sur la terre de feu, vraiment dans le sud de l'Amérique du Sud. Donc c'est un point intéressant à remarquer. Et puis donc à partir de là, à partir du 3, on aura le premier croissant, non le 4, on aura le premier croissant de lune, le 3, toujours rien. Donc pas de lune pendant 3 jours, les amis, hein. Du tout de lune, le 1, 2, 3, zéro lune dans le ciel. Le premier croissant apparaîtra le 4 au soir. Donc il sera déjà de 47 heures après la nouvelle lune. Ensuite, nous l'aurons le 5 accompagnant Vénus, donc jeune croissant de lune avec Vénus qui sera juste au-dessus de la lune, à voir donc dans le ciel du soir, peu après le crépuscule. Et puis dans les gros trucs bien visibles, hein, on aura notre lune qui sera conjointe à Antares. Donc, on va voir que la Lune culmine chaque jour de plus en plus bas, hein. Elle est, elle va être conjointe à Antares. Elle va même se trouver au sud de l'étoile Antares, ce qui est, ce qui est exceptionnel. Il y a quelques années, elle passait à 10 degrés au-dessus d'Antares, puis après, elle descend et descend. Bon, c'est sur ce fameux cycle de 19 ans du Saros que ça fait des ondulations pareilles. Et donc, il y a aussi une occultation d'Antares par la Lune. C'est la même chose qu'une occultation du Soleil par la Lune, sauf que quand c'est le Soleil, c'est une éclipse. On appelle ça éclipse de Soleil. Puis le diamètre du Soleil et celui de la Lune sont sensiblement égaux, tandis que là, l'étoile disparaît derrière la Lune pour le sud-est du Pacifique, l'Amérique du Sud, le sud Atlantique et le sud de l'Afrique. Donc elle atteint sa déclinaison minimale mercredi 10 à 13h43. Donc c'est là qu'elle culmine au plus bas. Elle culmine aux alentours de 19 heures, je crois, puisque nous approchons du premier quartier et qu'au premier quartier, elle se lève aux alentours de midi, culmine au début de la nuit et se couche aux alentours de minuit. Et donc, elle sera aussi à sa latitude sud minimale, ce qui fait ses grandes variations en déclinaison, au ventre du dragon, donc, mercredi 9. Et puis, nous arriverons au premier quartier, jeudi 10 à 20h54, dans le 18e degré du signe du Capricorne, la Lune, le Soleil de la Balance, la Lune étant devant la constellation du Sagittaire, le Soleil toujours celle de la Vierge. Alors là, j'ai fait un premier tour avec surtout la Lune. La nouvelle Lune, elle est, elle, donc dans le signe de la Balance, dans le 11e degré du signe de la Balance, 10 degrés quelque chose en Balance, devant la constellation de la Vierge. Et donc la Lune est au plus loin de la Terre, même une petite heure après la nouvelle Lune. Donc ça va faire un très bel anneau de soleil. Bah, il y aura sûrement quand même quelques photos, mais il n'y en aura pas beaucoup, hein. Il va falloir aller se serrer sur une petite bande de terre en terre de feu où il fera pas forcément beau. C'est pas gagné d'avance. Ou alors la suivre sur un bateau ou en avion. Voilà les possibilités pour suivre cette éclipse. Alors, et puis elle est aussi, peu après la nouvelle lune, conjointe à Mercure qu'on ne voit pas, mais qui est passé dans le ciel du soir, puisque Mercure était en conjonction supérieure le 30 septembre, c'est-à-dire pleine Mercure. En fait, donc un alignement Terre, Soleil, Mercure étant de l'autre côté du Soleil, et donc au plus loin de la Terre. La Lune aussi, le 4, elle est conjointe à l'étoile Spica de la Vierge. Ben, on voit rien. On voit pas Spica parce qu'elle est. Comment ça se fait ça? Spica se couche 17 minutes après le Soleil. Ah oui, non, on peut rien voir encore. Le 4 au matin, oui, donc le 3 au soir, non, on voit ni Mercure, ni Spica, ni la Lune. Bon, à part ça, ensuite, la Lune entre dans le signe du Scorpion vendredi 4, et il y a le premier croissant, vendredi 4 au soir, conjoint à Vénus le samedi 5. Et donc ça, on l'a déjà dit. Donc je regarde le reste. Le reste, eh bien, c'est en héliocentrique. Vénus qui entre dans le signe du Capricorne jusqu'au 23 octobre. En héliocentrique toujours,
Mercure qui entre dans le signe du Scorpion lundi 7 octobre, et j'ai oublié de marquer, c'est jusqu'au 17 octobre. Et ensuite, nous revenons en géocentrique avec Jupiter, attention, Jupiter, qui atteint sa déclinaison maximale lundi 7. Donc, elle est à 22 degrés 26 minutes nord, donc au-dessus du plan équatorial. Elle n'atteint pas les limites zodiacales. Et ensuite, elle va redescendre jusqu'au 27 janvier. C'est ce petit mouvement en déclinaison parce qu'elle va devenir rétrograde. Son mouvement devient rétrograde mercredi 9 à 9h03 dans le plan écliptique et pratiquement à la même heure dans le plan équatorial. Elle est dans le 22e Gémeaux. Elle va reculer jusqu'au 4 février 2025 au 12e Gémeaux. Donc, Jupiter rétrograde à partir du 9 octobre jusqu'au 4 février dans le signe des Gémeaux, du 22e au 12e degré du signe des Gémeaux. Donc, c'est la dernière des lentes à à entamer sa rétrogradation, alors que Pluton vient de reprendre son mouvement direct. Enfin, des quatre, oui, donc Pluton qui est parmi les lentes, mais qui n'est pas parmi les grosses. Hein. Donc, on a les quatre grosses planètes lentes maintenant. Saturne, dans l'ordre de rétrogradation, Saturne, euh, Uranus, Saturne, Neptune, Uranus et Jupiter qui sont rétrogrades, alors que Pluton vient de reprendre son mouvement direct, c'était la semaine dernière. La Lune entre dans le signe du Capricorne mercredi 9 à 11h38. Elle atteint sa déclinaison minimale mercredi 9 à 13h43. Donc elle ne monte vraiment pas haut dans le ciel. Elle est dans le ciel en début de nuit, mais vraiment très bas. Et chez nous, ça la met à 16 degrés de hauteur seulement dans le ciel. T'enlèves 5 degrés si tu es à Paris, et bien ça te fait 11 degrés de hauteur seulement dans le ciel. T'as pas intérêt à avoir un immeuble dans la ligne de visée, hein, parce qu'elle est basse. Hein. Donc, pas facile à voir cette première phase de la lunaison, ce qui fait que ça va permettre, par contre, pour ceux qui ont du ciel, eh bien, de pouvoir suivre, continuer à observer Uranus et Neptune, qui sont en très Je- bonnes je- conditions d'observation en ce moment, tant que la Lune ne gêne pas. Et donc, il nous me avons. semble que les immeubles à Paris, c'est 17 de hauteur. Ah oui, mais ça dépend. Après, ça dépend. Oui, non, mais Il me non. semble. Mais non, mais c'est pas c'est un angle, Christophe. Oui, 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 mais C'est oui, pas la à hauteur peu du. près. Tout dépend à quel endroit tu te places. Ah oui, tu veux dire qu'il y a des calculs? Non, t'as de Il tout. me semble, Parce il que me tu semble pourrais. avoir vu ça. Mais non, ça veut rien dire. Parce que Ça veut rien je dire. savais, si, parce que je savais à quelle heure était la Lune était juste au-dessus de l'immeuble. Et donc, j'ai vu que la hauteur était à peu près de 17. Ah, pour un lieu particulier chez toi, c'est Oui, ça? oui, Ah oui, 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 d'accord. oui, Oui, oui. ok. Pardon. Ah ouais, d'accord, oui, bah c'est ça, ça donne des repères précis en fait. Voilà, C'est ça, oui. tu repères forcément quelque chose à partir depuis un lieu précis, justement. C'est ça le principe de la sphère locale. Ben, c'est toi qui es au centre, dans un lieu particulier. Et c'est comme ça que tu peux trouver des alignements favorables pour observer, par exemple, le coucher du soleil ou le lever, si tu te mets dans l'autre sens, dans l'arc du soleil et de la lune, dans l'arc de triomphe, par exemple, à Paris. Mais avec plein de monuments, il suffit de choisir l'alignement et la bonne date pour faire de magnifiques photos avec le soleil ou la lune euh, Hmm. dans un cadre précis. Et il y a une appli spéciale pour ça qui te permet de calculer pour un endroit donné les dates et alignements intéressants. Ça s'appelle Photo éphéméris et je donne souvent le lien dans l'article chaque fois qu'il se produit un truc pareil, mais c'est pas le cas cette semaine. Alors revenons sur notre semaine de première phase de la première lunaison d'automne nord, printemps sud. Donc nous avons encore dans les lentes, nous avons Uranus qui atteint sa latitude minimale. Pareil, elle inverse son mouvement
en latitude, c'est relatif aussi à sa rétrogradation. Et Pluton, qui vient de reprendre son mouvement direct, inverse aussi son mouvement en déclinaison. Et donc, elle atteint sa déclinaison minimale. Tout ça, c'est jeudi 10, hein, le jour du premier quartier. 23 degrés 24 minutes par rapport au plan équatorial sud, et donc à 2 minutes près des limites zodiacales, mais elle ne les franchit pas cette fois-ci, mais à la prochaine boucle de rétrogradation, donc accompagnée d'une courbe en déclinaison, eh bien, elle fera des frisottis autour des limites zodiacales pendant un bon nombre d'années. Bon, voilà la suite. La suite, donc, les jours sont plus courts que les nuits maintenant dans l'hémisphère nord. Et la nuit augmente. Donc, par contre, pour profiter du ciel, s'il est dégagé, c'est bien. Donc, la Lune passe des constellations de la Vierge au Sagittaire. Ok, on pourra l'observer donc dans ses librations en latitude le 9 octobre et en longitude le 10. Et donc, enfin le 11 octobre en fait. C'est 11 octobre. Et du coup, on la voit le soir en ce moment. Donc, à regarder le 10 au soir. Je vais vous montrer les images. Et donc, cette semaine, sur le croissant de lune qui grossit de soir en soir, nous voyons le soleil qui se lève. Donc, les planètes, que voit-on des planètes? On ne voit pas Mercure. Vénus, on la voit dans le ciel du soir, encore bas, et à peine une heure de plus que, enfin, une heure après le coucher du soleil. Ça, elle va enfin monter, mais elle reste bas, elle est basse en latitude, donc pour l'instant, elle décolle pas, mais elle va décoller. Elle va décoller. Quand je dis elle va décoller, ça veut dire elle va devenir de plus en plus haute et être de plus en plus longuement dans le ciel du soir, et ce jusqu'en janvier. En janvier, elle atteindra son élongation maximale. On l'aura 4 heures on l'aura comme un phare dans la nuit d'hiver, et après elle, ça- elle disparaîtra plutôt assez vite. Et puis ensuite, nous avons Saturne qui est levé déjà quand le soleil se couche maintenant, qui culmine vers 23h50 et se couche vers 5h20. Neptune qui lui emboîte le pas et qui est en bonne condition d'observation tout à fait dès que la Lune n'est pas dans le ciel. Mais vous voyez, le premier croissant n'arrive que le 4, et pratiquement jusqu'à la fin de la semaine, on a un début de nuit euh, convenable pour observer Neptune et Uranus qui se lèvent aux alentours de 21 heures. Donc Uranus, on a un peu plus le temps pour l'observer à partir de 23 heures à peu près. Et Jupiter qui se lève vers 22h30. Bon, bah, elle est tonitruante dès qu'elle est dans le ciel. On la remarque sans hésitation. Et Mars qui se lève aux alentours de 0h20, qui est devant la constellation des Gémeaux. Donc voilà, et alors Jupiter qui est devant le taureau, maintenant, on va l'avoir reculé devant les étoiles du taureau en comparant par rapport à l'étoile Aldébaran. On pourra facilement apprécier sa rétrogradation. Voilà, la Lune est conjointe à l'astéroïde Junon, et on peut continuer à voir Cérès devant la constellation du Sagittaire, et Cérès collectionne les amas globulaires. Donc cette semaine, elle est à côté, la petite planète est à côté de l'amas globulaire M54 qui se trouve aussi dans la théière du Sagittaire. Il y a d'ailleurs un article sur Cérès qui serait un astéroïde océanique d'après les dernières études. Donc un lien sur ce titre dans l'article. Des étoiles filantes, de brefs essaims qui durent 3 jours ou même pas, 4 jours. Enfin, il y a les camélopardalides d'octobre, le 5 et 6 octobre, voilà, mais qui peut. Donc, de la camélopardalide, ça veut dire qu'elles viennent de la constellation de la girafe. C'est vers le nord, donc. Donc, circumpolaire, ce ne se couche jamais. La girafe fait partie des constellations qui ne se couchent jamais. Et puis les draconides, le dragon, donc vers le nord aussi, du 6 au 2 octobre, au 10 octobre. Donc, en vous tournant vers le nord, il y aura des étoiles filantes, un petit peu peut-être. Plus les taurides sud, les orionides et les delta origides d'octobre. Origides, ça veut dire qu'elles viennent de la constellation du Cocher. Les lunes de Jupiter, de plus en plus de phénomènes observables, ils sont recensés ici.
Et quoi donc encore? Alors, dans le champ de coronographe Lasco C3, le coronographe, c'est un instrument qui simule les éclipses. On masque le disque du Soleil, comme ça on peut l'observer. Or, j'ai mis un article aussi qui vient de sortir. Ils viennent de lancer une paire de satellites pour simuler les éclipses, donc faire le même job qu'un coronographe, sauf que ce sera plus près puisque ce sera en orbite. Mais alors justement, cette semaine, dans le champ du coronographe, on collectionne une planète, Mercure, donc qui est invisible euh, dans le ciel. Elle est pendant 3 semaines dans le champ du coronographe. Ça veut dire qu'elle est tout près, angulairement, du Soleil, hein. La fameuse comète Tsuchishan Atlas, qui a été déjà bien visible dans le ciel du matin et qui va redevenir visible dans le ciel du soir, car elle passe tout près du Soleil. Et après, on va voir réapparaître, filant devant la Vierge, filant vers la Balance. Donc, pas longtemps après le Soleil, mais elle est très brillante. Apparemment, on va bien la voir dans le crépuscule. Et puis le pire, c'est qu'il y a une nouvelle comète qui vient d'être découverte et qui pourrait être très brillante également au mois de novembre, qui a été découverte hier. Je vous mets l'article de spaceweather.com aussi en lien dans l'article de l'almanach, bien entendu. Et l'étoile Spica, comme tous les ans, du 9 au 25 octobre. Et puis aussi, nous avons le 3 octobre, le premier jour de l'an 5785 du calendrier judaïque, c'est-à-dire le calendrier juif. Donc c'est l'an 5785. Premier Tishri, premier mois de l'année 5785 du calendrier judaïque. Alors, la Lune, le dernier croissant, l'ultime croissant de la lunaison était pour l'Asie le 2 octobre. Et le croissant primeur de cette nouvelle lunaison est pour l'île de la Réunion, les amis. Peut-être nous écoutez-vous de la Réunion. Le 3 octobre à 14 heures TU, donc, c'est-à-dire juste après le coucher du soleil, de toute façon, pour le premier croissant. Et en plus, on est à la distance moyenne Terre-Soleil exactement le 5 octobre. Alors voilà pour toutes les nouvelles, un petit tour sur Stellarium, car le temps passe vite. Alors là, je suis en temps réel encore à l'heure où nous enregistrons. Et donc, nous allons nous projeter le 2 octobre, 16h36. Bon, on va aller au coucher du soleil. Vous voyez la lune, tout près du soleil, presque juste devant le soleil. Il y a la lune d'heure en heure. Elle va passer devant. J'enlève 2 secondes le sol et l'atmosphère. Comme ça, on voit bien notre soleil et notre lune. 19h36, 20h36, c'est l'heure de la nouvelle lune, 20h54. 20h54. Ah, voilà, c'est l'heure où le soleil et la lune sont alignés. Bien sûr, on ne voit rien. Et ceux qui sont par bonheur dans le Pacifique peuvent contempler une éclipse totale annulaire de soleil. Euh, bon, vous voyez, il y a Mercure. Alors là, profitez-en pour voir ce que vous ne verrez pas, hein. Donc Mercure, la Lune, Spica de la Vierge, donc j'affiche les constellations. Voilà. Et en plus, il y a la comète qui file. Après, elle va filer comme ça, donc on la reverra après le coucher du soleil à partir du 10-11 octobre, la semaine prochaine. Et elle pourrait être fort brillante. On va avoir plein de surprises dans le ciel. Alors, je remets le sol, je remets l'atmosphère et on va remonter dans le... Donc, pas de lune, pas de lune. On voit bien les étoiles dès le début de la nuit qui commence dès 20 heures maintenant à peu près, quoi. Donc 20h55 à l'ouest, on voit se coucher le Bouvier, Arcturus du Bouvier, très brillante, de plus en plus bas chaque soir du côté de l'ouest. Hercule, la couronne boréale, tout ça, le ciel de l'été s'en va. Alors un petit tour.
Au sud, en début de nuit, nous avons le Sagittaire qui a déjà passé sa culmination, le Capricorne qui y arrive. Donc le Sagittaire et la Voie lactée. Et donc qui basculent côté sud-ouest. Et donc le Sagittaire avec devant, on peut chercher Cérès qui se promène devant le Sagittaire. Cherchons Cérès. Voilà, elle est là à côté de l'amas globulaire M54. Tous ces M là, ces messiers, sont des amas globulaires assez faciles à observer. Si le Sagittaire est assez haut dans votre ciel et que la nuit est noire. Donc, demi-tour, on revient au sud. Donc, le Capricorne, l'étoile Faux-Maillot qui se lève sous Saturne, enfin pas loin de sous Saturne. L'année dernière, Saturne était juste au-dessus de Faux-Maillot, ici, qui se lève au sud-est en début de nuit. Et donc, nous avons Saturne. Saturne qui brille de tous ses feux dès le début de la nuit. On la reconnaît tout de suite, c'est brillant. Surtout dans cette zone où les étoiles ne sont pas très brillantes, n'est-ce pas, Capricorne? Encore, ça va. Verseau, Mais c'est loin, ouais. Ouais. elles sont. Capricorne, c'est plutôt. Ouais. Bah, on voit bien la forme du Capricorne quand même. Mhm. Deux étoiles qui forment la tête Mhm. et les deux étoiles qui forment la queue, mais elles sont pas très très brillantes. Et la forme de grande bouche, un peu comme disent les Québécois. Ils appellent ça la grande bouche. Enfin, ça fait une espèce de V aussi, surtout là. Le Verseau, on voit bien les deux du dessus qui sont au-dessus du Capricorne d'ailleurs. Et puis après, le reste, faut affûter son œil. Les poissons, c'est pareil. Alors devant les poissons, il y a Neptune, les amis, qui se trouve. Alors je grossis un peu, vous voyez la tête des poissons. En dessous, on voit Il est, un il est, petit il rectangle et Neptune est en ce moment Neptune. au-dessus, toujours au-dessus de ce petit rectangle. Ah, Euh, d'accord. maintenant, elle rétrograde. Donc, mais l'année dernière, elle était là, hein. Donc elle avance peu. Cette année, elle est là. Donc elle rétrograde maintenant. Donc chaque jour par rapport au petit rectangle, elle est un tout petit peu plus loin, donc ce qui se grossit davantage. Ce sont les étoiles. Je vais mettre les numéros de catalogue, hein. 27 des poissons. Voilà. Ça, c'est le haut du rectangle, hein. 29 des poissons. Puis après, il y en a deux qui partent comme ça. 24 des poissons, 20 des poissons. Et du coup, on repère Neptune à côté d'une étoile de magnitude certainement sensiblement égale. Magnitude 7,55, c'est-à-dire comme Neptune, hein, qui a magnitude 8, quoi, à peu près. Alors, et puis encore une autre étoile plus petite. Donc, normalement, Neptune, ben voilà, on voit une toute petite bille de 2 secondes d'arc. C'est petit, 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 mais c'est bien le bon moment pour la chercher, la trouver, l'observer. Surtout là, tant qu'il n'y a pas la lune, donc à l'est, les poissons se lèvent, vous voyez, magnifique, et ça fait un V magnifique sous Pégase. Alors les poissons, on les voit difficilement, tandis que Pégase, on voit très bien le grand carré de Pégase, donc qui s'élève à l'est en début de nuit, Persée qui se lève, je me tourne vers le nord, la grande ours qui descend, et donc le dragon et la girafe, vous voyez, c'est là la girafe, c'est là le dragon, d'où vont sortir dans 2 jours, à partir du 6 pour le 5 et le 6 pour les camélopardalides, et puis du 6 au 10 pour les draconides. Donc, ils sortent du dragon, dont le radiant se déplace un peu de jour en jour. Enfin, nous, on voit passer, si on en voit, on voit des. On ne perd pas le radiant comme ça. Donc, on va avancer dans la nuit, quelques heures, parce que là, on avance dans le temps. On est bientôt au bout de notre séance. Alors, avant de vous dire au revoir, je vous dis qu'on enregistrera peut-être pas la semaine prochaine, car je fais les vendanges. Et je mettrai l'article en ligne, mais j'aurai certainement pas la disponibilité pour pouvoir faire les vidéos. Donc, exceptionnellement, il va y avoir une semaine de relâche, très certainement. Je vous enverrai un mail dès que j'en saurai plus. Voilà, pour vous dire s'il y a réunion, enfin s'il y a enregistrement ou pas. Donc là, il est 2 heures du matin, nous sommes au nord. Alors au nord, voilà,
On vient juste de passer la minuit, qui est de plus en plus tôt d'ailleurs par rapport à la montre jusqu'au 3 novembre. Le midi et le minuit vrai sont de plus en plus tôt par rapport au midi et au minuit moyen. Donc c'est sur notre méridien de Paris, ça nous fait du quelle heure précisément? 13h38 pour le midi en heure d'été. Jusqu'à la fin du mois, nous sommes en heure d'été. Donc voilà au nord le ciel du nord avec l'étoile polaire, là, qui ne change pas de place au cours de la nuit. Et tandis que tout le reste, alors je fais marche arrière, voilà, 22h, 23h, 24, 0h, 1h, 2h. À l'ouest, donc en milieu de nuit, c'est Pégase qui s'en va. On n'a pas eu le temps de l'avoir culminé. Attendez. Le signe, donc le grand triangle de l'été, Vega, Deneb et Altaïr qui est déjà couché en milieu de nuit. Hein. Ah oui, non, c'est parce qu'il est. C'est parce qu'il est 3 heures. Voilà, je me disais Pégase. Voilà, Pégase culmine un peu plus tôt que ça. C'est ce qu'on voit bien en cette saison. 1h du matin, le grand carré de Pégase au sud. Là, ça ne discute pas, ça se voit bien, ça aussi, avec Saturne en dessous et donc l'étoile faux maillot du poisson austral. Donc au sud-est, les poissons, tandis qu'à l'est s'élève Orion. Donc Capella, la très brillante Capella, qui se couche à peine à ma latitude et qui se couche même pas du tout à Paris, au milieu de la nuit apparaissent les Gémeaux avec Mars, Jupiter qui est déjà levé donc aux alentours de 22h30, Aldébaran du Taureau. Donc maintenant, on va pouvoir constater le mouvement. Jusqu'à présent, Jupiter allait dans ce sens, et maintenant, elle va dans ce sens. Tandis que Mars continue à aller dans ce sens. Ce qui fait que l'écart entre les deux planètes s'accentue beaucoup maintenant. Voilà pour le milieu de la nuit. Alors, il me reste 3 minutes, et je vais vous montrer quelques images pour terminer. Alors, je vais chercher mes images que j'ai oublié d'ouvrir. On va commencer avec elles. Voilà, ce fameux point Nemo. Et oui, parce que je voulais vous montrer aussi le tracé de l'éclipse. Oui. Je sais où je vais le trouver dans les images de la semaine dernière. Voilà. Donc, on compare le tracé de l'éclipse de soleil. Vous voyez, donc ici, l'Amérique du Sud. Voilà le seul bout de terre où l'éclipse sera visible. Tout le reste, vous voyez, ce n'est que de l'eau. Donc ici, ça c'est le Mexique. Et puis après ça, ici, l'Amérique du Sud, le Chili. Donc le sud du Chili, terre de feu. Ici, l'Antarctique. Et voilà. Donc elle prend, ça c'est la ligne de centralité et le point maximal de l'éclipse qui a donc lieu à 20h54 à notre montre, enfin 20h à peu près, c'est 20 quelques minutes plus tôt, le maximum de l'éclipse à 20h45 pour 20h49, la nouvelle lune. Je me remets sur mes images. Voilà, et donc ici, le parcours de l'éclipse et son point de maximal, et ici, le point Nemo. Si je vous... Ça donne vraiment l'impression que le maximum de l'éclipse est sur le point Nemo. Alors, personne n'en parle de cette éclipse parce que justement, enfin, du moins dans les grands médias, parce que elle n'est pas visible, mais le point Nemo, c'est le lieu le plus distant de toute Terre, de la planète. Et d'ailleurs, ça fait cette espèce de. Il y a aussi. Voilà, c'est un lieu vortex poubelle. Bon, alors, moins d'une minute, il me reste. Ai-je le temps? On s'arrêtera en cours d'image. Donc, des photos de la comète Alors, ça, c'est Tushishan, dans l'hémisphère sud. Non, dans l'hémisphère nord, mais aux Canaries, je crois bien. Ça, c'est Lovejoy, une comète de 2011. C'était en 2011, la comète Lovejoy, qui a été vraiment très belle et brillante, et qu'on a pu voir à l'œil nu. Bah, celle qui est annoncée pour novembre, ça va être peut-être pareil. Et la voici, elle est à magnitude 11, voilà, détectée. Elle a été détectée hier. Hein, et elle est repérée, là, donc on la fixe sur la comète, donc on voit les étoiles qui bougent. Les petits